Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence Histoire de territoire, design de demain, organisée dans le cadre de la France Design Week, autour d'un sujet qui doit bien vous surprendre dans son intitulé. Nous allons parler d'horlogerie, mais le terme choisi philosophique va être explicité. Explicité parce que comment imaginer finalement que la microbiologie, ce qui peut tourner autour de coquilles d'œufs, puisse avoir un lien avec des microtechniques d'horlogerie. Eh bien, à la croisée de l'artisanat, mais aussi de la science, nous allons nous intéresser à ce sujet passionnant et à une famille d'inventeurs qui est particulièrement derrière. Je vous propose pour cela de nous tourner vers un village que sans doute certains d'entre vous ne connaissent pas, le village de Vildé-la-Marine, qui est aujourd'hui rattaché à une commune au carrefour de la Normandie et de la Bretagne, à cheval sur deux départements, qui est la commune d'Irel, aujourd'hui dans le département d'Ille-et-Vilaine. Et si vous regardez, comme sur cette photo, euh, qui nous permet géographiquement de situer l'espace de ce village, eh bien, il est avec ces différentes maisons historiques étroitement relié à la baie du Mont-Saint-Michel et à ce paysage très particulier qui est celui des grèves. Nous sommes dans une baie millénaire qui a été marquée par les plus grandes marées d'Europe et ce passage vers la mer est incroyablement un élément fort de l'identité de ce territoire. Puisque vous voyez depuis la place de l'église du village, eh bien, il est possible de tracer une ligne qui nous permet d'atteindre le littoral qui a bien connu des évolutions depuis le phénomène de poldérisation avec l'étalement et l'avancement de surface agricole. Alors, direction la baie du Mont-Saint-Michel, une baie millénaire qui dans son histoire, a un positionnement à la fois tourné vers l'économie bleue, vers les richesses de la mer, mais qui a aussi très largement un arrière-pays agricole. Et cette diversité d'activités se retrouve aujourd'hui à la fois avec des établissements autour du travail de la terre, mais également d'établissements, comme vous le voyez ici sur cette photo, tournés vers les coquillages, la conche, comme on dit ici dans la baie du Mont-Saint-Michel, la conchiculture, l'ostréiculture, eh bien toutes ces activités et ces traditions de pêche ont encore aujourd'hui un poids prépondérant qu'on peut imaginer assez facilement en regardant justement ce plan qui remonte au cadastre de 1828, où vous pouvez voir le village de Vildé-la-Marine qui, vous voyez, se situe véritablement sur un axe qui relie Saint-Malo au Mont-Saint-Michel et qui fait face finalement à la Manche, mais qui reste, comme on le voit ici sur ce plan de situation, très largement entouré par un certain nombre de parcelles agricoles, entourées chacune d'elles par des haies bocagères. Alors, quelle est l'origine finalement de ce territoire? Et ce village est en réalité pour la première fois cité en tant que paroisse au XIVe siècle, mais 2 siècles auparavant, il appartenait déjà à l'abbaye du Mont-Saint-Michel et dépendait d'une autre paroisse, la paroisse de Saint-Benoît-des-Ondes. Progressivement, ce territoire va passer dans la commanderie du temple de la Guerche et conserver un nom qui justement fait référence à cette dépendance, Vildé ou Villa Dei,
Et bien plus que le bourg d'Irel, le village de Vildé, qui est disposé, comme vous l'avez vu à travers ce plan qui apparaissait dans le cadastre, en rue longeant le littoral, avec un urbanisme, une structuration ancienne qui n'a pas beaucoup évolué et orientée, comme je vous l'indiquais en introduction, sur les activités de la mer. Et à l'instar de l'église, qui a été rebâtie en 1855, la majorité des maisons ont été reconstruites soit au 19e ou au 20e siècle. Alors attachons-nous à un élément du patrimoine de la commune, du petit village de Vildé-la-Marine, c'est son église paroissiale, l'église paroissiale Saint-Louis, que vous pouvez apercevoir ici en photo. Ce vaisseau de pierre qui, comme vous avez pu sans doute le remarquer sur la photo précédente, dispose d'un plan en croix latine avec des éléments et notamment un clocher-porche en façade. Cette église paroissiale, avec une photo ici un peu plus récente, vous permet de bien comprendre sa situation, entourée par les nombreuses habitations qui existent aujourd'hui encore au village de Vildé-la-Marine, faisant partie aujourd'hui intégrante de la commune d'Irel. Alors attardons-nous en particulier à un élément du patrimoine de cette église paroissiale Saint-Louis. Le patrimoine religieux dans la baie du Mont-Saint-Michel est particulièrement important, il est foisonnant, il est diversifié à travers de nombreuses paroisses et communes rurales. Et outre les deux églises du XIXe siècle réunies au sein de la même paroisse depuis la transformation de celle de Vildé en succursale, la commune compte 11 croix monumentales, de chemins, de cimetières et une grotte de Lourdes. Et il y a encore aujourd'hui un patrimoine spirituel extrêmement riche. Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Louis est l'occasion de nous pencher avec intérêt sur la thématique de la conférence qui nous réunit aujourd'hui, Histoire de territoire, design de demain. Quelques images pour que vous puissiez en apprécier euh, la richesse et le caractère, comme vous pouvez le voir ici, intertemporel. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'architecte malouin Jean-Gabriel Frangeul va reconstruire l'église Saint-Louis qui a été démolie en 1793, période post-révolutionnaire, période liée à la terreur. Et le mobilier très simple, dont on peut souligner l'homogénéité, est le fruit de deux campagnes principales. La première va commencer autour de 1850, dans lequel vont apparaître des hôtels secondaires de style néoclassique, des bancs de chêne et un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'embellir cette église. Des travaux de restauration des hôtels seront également menés. Une mise en valeur également faite avec des statues à la symbolique saint-supplicienne, statues en bois également de Saint-Louis face à l'entrée sud, qui porte une couronne d'épines, la main de justice et un manteau semé de fleurs de lys. Alors, on pourrait citer également d'autres éléments remarquables comme les verrières, mais je voudrais m'attarder avec vous autour d'une horloge. Horloge qui va nous amener beaucoup d'éléments de réflexion, y compris philosophique, qui a été réalisée par un horloger de la baie du Mont-Saint-Michel, Léon Lognonnet. On peut retrouver son nom qui apparaît sur le cadran et vous voyez comme finalement la singularité de cette horloge est à la fois visible à travers ce qu'on pourrait qualifier d'art de perlage, puisqu'il y a véritablement autour de ce cadran
des techniques d'ornementation exceptionnelles qui ont inspiré d'autres objets d'art, mais qui ici, vous voyez, donnent l'impression finalement que cette horloge a été aussi très largement ornementée avec des pierres, pierres précieuses, des perles, et c'est une symbolique qui a aussi un lien très très fort avec l'univers de la mer. Alors on peut retrouver sur cette horloge un certain nombre de précisions, d'inscriptions, euh, avec notamment l'étiquette qui rappelle effectivement le nom de celui qui l'a conçu, qui l'a réalisé, Léon Lognonnet, et une adresse. Adresse qui est bien connue à Dol de Bretagne. Il s'agit de la Grande Rue, mais pas n'importe laquelle. C'est précisément la Grande Rue Stuart. Alors nous allons essayer de nous intéresser à ce puzzle mémoriel en baie du Mont-Saint-Michel. Quel est le lien entre cette grande rue des Stuarts et cette église paroissiale Saint-Louis? Les protagonistes qui finalement en ont assuré la mise en relation, qui étaient ces fameux Lognonnais, et puis nous intéresser plus largement à cet écosystème très particulier, propice à la créativité, à l'innovation, à des transferts de connaissances, la baie du Mont-Saint-Michel. Et quel témoignage mémoriel laisse justement ce passé horloger, ce savoir-faire dans cette baie millénaire si particulier, bercée par le flot des marées, euh, marées si exaltantes à travers les phénomènes de la Lune et plus largement les phénomènes liés au cosmos. Alors, Dol de Bretagne est une cité fièrement campée sur la falaise de l'ancien rivage de la baie du Mont-Saint-Michel. Elle invite à être redécouverte par tous ceux qui ont l'habitude de se rendre à Saint-Malo, de profiter également de la baie du Mont-Saint-Michel, parce que cette cité de caractère a également beaucoup de valeurs à faire partager à ses visiteurs. Valeurs historiques, valeurs également dans un dialogue des cultures, parce que je voudrais vous parler d'un roi bien connu dans la littérature biblique, Salomon, originaire, vous savez, d'Israël, mais qui désigne aussi en breton, Salomon, on écrit ça aussi Salin, et c'est le nom d'un roi de 1857 au 25 juin 1874 qui a défendu l'autonomie religieuse de la Bretagne, qui était jusque-là rattachée nominalement à la province ecclésiastique de Tours. Vous pouvez retrouver ici la cathédrale de Dol de Bretagne qui a été âprement défendue d'abord par Nominoé, un grand roi breton, et puis son successeur, le roi Salomon de Bretagne. Alors Salomon porte aussi le nom des îles du Pacifique découvertes par Alvaro de Mendaña, et qui sont aujourd'hui des îles reliées à Sydney et Singapour par voie aérienne. Et cette vie insulaire, cette vie autour de la maritimité, cette vie près de la mer, l'économie bleue qui lui est associée et plus largement des traditions et des hybridations imaginaires ont inspiré tant les Austronésiens, ces peuples des mers du Sud, ces peuples du Pacifique, que eh bien, la ville de Dol de Bretagne, cité ouverte sur la baie du Mont-Saint-Michel, au passé riche et prestigieux, qui a conservé bien des secrets et des mystères. Ici, on peut d'ailleurs en apercevoir les anciennes fortifications. On ressent la présence des marches de Bretagne. On ressent aussi une certaine urbanité, puisque les portes de Mordel, qui ont servi aussi à défendre les fortifications de Rennes, apparaissent extrêmement similaires, analogues. Et dans cette analogie de ces fortifications de défense, eh bien, interrogeons-nous autour
de la relation avec la baie qui porte le nom d'un archange, l'archange Saint-Michel, le mont Saint-Michel, qui est aussi entouré d'un certain nombre d'éléments de relief, d'éléments symboliques qui ont un lien avec ce mont Saint-Michel. Commençons peut-être par un mont de légende qui est situé à 3 km de la ville de Dol de Bretagne, le mont Dol, qui est un rocher granitique haut de 65 mètres et qui a, comme j'ai pu vous l'indiquer, inspiré de nombreuses légendes. La première, c'est que Saint-Michel le diable s'y serait affronté et que les griffes et le siège du diable, mais également l'empreinte de Saint-Michel, visible sur la roche, attestent d'un combat qui les aurait opposés de façon légendaire. Voyez le belvédère magnifique qui est offert sur la baie du Mont-Saint-Michel. Eh bien, le Mont Dol, ce tertre qui domine les marais du Mont-Saint-Michel, dont beaucoup dans cette baie ont été au fil du temps poldérisés, est une terre sacrée et légendaire depuis vraisemblablement la préhistoire. On a identifié aussi des traces de Mitra et des fresques de l'église Saint-Pierre datant du XIIe et du XVe siècle au pied du village témoignent de cette puissance sacrée qui habite ce mont granitique foisonnant de légendes. On dit que le diable a construit un palais immense sur un rocher, le mont Saint-Michel, et que jaloux, euh, Saint-Michel lui proposa de l'échanger avec un château de verre au sommet du mont Dol. Et ce château se révéla de glace et fondit pour y former l'étang aujourd'hui qui est à proximité. Le mont Dol, ce site paléolithique, est aujourd'hui un lieu d'escalade et la tour Notre-Dame ainsi qu'un châtaignier multicentenaire veillent sur la beauté des lieux. Vous pouvez ici retrouver ce si particulier paysage, toujours en proximité avec la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, beaucoup de légendes entourent Saint-Michel le Diable, ce château de glace dont nous avons parlé, et de nombreux autres éléments également.